Alors bienvenue dans cette vidéo qui est le tuto ultime pour apprendre DaVinci Resolve. On va voir comment faire du montage dans la fenêtre Edit, du mixage, des effets visuels dans la page Fusion avec une incrustation fond vert et on finira par faire de l'étalonnage dans la page Color. Alors quand on ouvre le logiciel, on arrive sur cette interface-ci et de base ça va nous mettre sur la page Edit. En fait dans DaVinci Resolve il y a différentes pages qu'on peut appeler aussi des compartiments qui vont regrouper différentes fonctionnalités et différentes tâches. On va voir la fenêtre média pour tout simplement importer nos médias, la fenêtre Cut pour faire un montage de manière rapide, la page Edit pour faire de l'édition donc aussi du montage mais de manière beaucoup plus poussée, la page Fusion pour faire des effets visuels, ce qu'on va appeler du compositing. Donc pour ceux qui connaissent After Effects, c'est le comparatif. Color, comme son nom l'indique, on va toucher à la couleur et par conséquent à l'étalonnage. Donc c'est ici qu'on va pouvoir augmenter nos contrastes, la saturation, ce genre de choses. Fairlight, ça va être le mixage sonore et Deliver pour tout simplement exporter notre projet. Donc nous on va pas voir toutes ces pages mais on va aller à l'essentiel parce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans d'autres pages, vous allez voir. Par exemple dans Médias, on va directement pouvoir importer nos médias par exemple juste ici. Dans la page Cut, il n'y a pas vraiment d'utilité étant donné qu'on va souvent faire montage dans la page Edit. Dans Fairlight, pareil, on va avoir accès à certains paramètres dans la page Edit. Enfin, vous allez voir qu'on va aller vraiment à l'essentiel pour essayer de comprendre la philosophie du logiciel et surtout qu'après cette vidéo, vous puissiez vous en sortir et tout simplement explorer le logiciel et faire un petit peu ce que vous voulez sans avoir de contraintes techniques. Donc, on va commencer par Médias. Ici, si on va importer nos médias. Mais comme je viens de le dire, on peut aussi directement le faire dans la page Edit. Donc, on va aller dans notre gestionnaire de fichiers et tout simplement glisser notre média juste ici. Donc une fois qu'on a importé notre média, on peut se balader ici dans notre rush à travers la souris et on voit les différentes étapes de ma vidéo. Ok, très bien. Ici, on va aussi avoir des informations techniques telles que la durée du rush. Donc ici, on voit que ça fait 7 minutes 49, la frame à laquelle ça commence, la frame 0, et la frame à laquelle ça finit, la 14089. Enfin, on va avoir plein d'informations. On va aussi savoir si en progressif, en interlace, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu les termes techniques. On va aussi voir la cadence d'image. En fait, c'est ici qu'on va retrouver toutes les métadatas liées à notre shot. Donc ici, on peut retrouver la résolution aussi, qui est en 1280 par 640. Ici, on va retrouver le format audio et vidéo, et toutes ces métadatas là, on va les retrouver donc dans la page média. Donc c'est une petite utilité de un petit peu maîtriser la page média, mais honnêtement la plupart du temps on va pas faire grand chose de plus. Donc on va directement aller dans la page Edit pour faire le montage. Alors il y a aussi la page Cut, mais en fait la page Cut, pour résumer, c'est une page Edit avec beaucoup moins de fonctionnalités, ce qui peut être parfois intéressant quand on fait du montage rapide, mais de manière générale on va quand même utiliser la page Edit. Donc ici on va retrouver deux viewers. Alors si vous n'avez pas deux viewers, cliquez ici sur Inspector et vous allez retrouver donc vos deux viewers. Ici, on va retrouver les médias. En l'occurrence, ici, j'en ai qu'un seul. Donc, je peux le prendre et le glisser dans le premier viewer. Et ce viewer-là, on va pouvoir faire du montage dedans en lui signalant un point d'entrée et un point de sortie. Et ensuite, on va venir insérer ça dans ma timeline. Donc, pour se déplacer, je peux faire espace. Et là, naturellement, ma vidéo va se lire. Mais il y a d'autres raccourcis clavier qui sont essentiels à connaître. C'est le J, K, L. Donc pour ceux qui utilisent d'autres logiciels de montage, je pense que vous connaissez ces raccourcis. Donc vous faites le L pour avancer, le K pour faire pause et le J pour reculer. Ce qui paraît logique quand vous regardez votre clavier. Donc le J pour reculer, le K pour faire pause et le L pour avancer. Me demandez pas pourquoi ces lettres-là, c'est dans tous les logiciels comme ça. Donc si vous faites L, vous pouvez avancer. Si vous faites double L, en fait ça va aller 2 fois plus vite, triple L 3 fois plus vite, etc. etc. Donc là vous voyez que c'est très rapide. Pareil pour J, donc J une fois on va reculer, J deux fois on va reculer 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, etc. etc. Donc si vous voulez accélérer plus ou moins vite, vous avez tout simplement à retaper le J ou le L. Alors si vous voulez maintenant vous déplacer image par image, parce qu'une vidéo est composée d'images, en fait c'est une suite d'images, généralement on a 24 images par seconde, et ce défilement d'images va donc créer une vidéo. Donc je peux faire L pour avancer, K pour faire pause, mais si je souhaite avancer que d'une seule image, et en fait je vais maintenir K et faire L une fois pour avancer d'une image, L une deuxième fois, et en retapant L, je vais tout simplement pouvoir avancer image par image. Pareil, vous faites K plus J une fois pour reculer d'une image, et vous faites plusieurs fois J pour reculer le nombre d'images que vous voulez. Donc voilà comment vous déplacer dans ce viewer-ci. Alors pour mettre un point d'entrée, ce qu'on appelle l'input, donc le point d'entrée, si on traduit de l'anglais, ça va être le raccourci clavier I. Donc je vais mettre un point d'entrée ici, je vais faire L pour avancer, double L pour aller un peu plus loin, et je vais m'arrêter ici. Donc je vais faire K, et là je vais mettre un point de sortie, donc en anglais output, donc je vais faire O.
Donc I et O, ce sont les raccourcis d'entrée et de sortie. Ensuite, je peux prendre ce média et directement le glisser dans ma timeline. Et là, j'aurai pas l'entièreté de ma vidéo qui est ici. J'ai uniquement ce qui est entre le in et le out. Vous voyez ici, il y a deux petits points. Donc l'un correspond au point d'entrée et l'autre au point de sortie. Donc ici, c'est petit parce que j'ai pris une petite zone de ma vidéo. Mais si je mets un point d'entrée ici en faisant I et un point de sortie ici en faisant O, et là, on a une beaucoup plus grande zone. Ce qui fait que maintenant, si je mets ça dans ma timeline, ici, on va avoir une zone beaucoup plus importante. Donc, je vais supprimer ceci. Et ici, je vais cliquer sur mon média. Et en fait, quand je clique, vous voyez qu'il devient rouge. Donc, je peux agrandir mon média en prenant le bout et en l'étirant. Pareil, je peux venir le décaler dans l'espace et aussi l'agrandir dans l'autre sens. Et venir supprimer aussi l'espace ici. Donc, soit je prends et je glisse juste ici, ou alors soit je viens supprimer l'espace de vide en faisant backspace. Voilà, comme pour supprimer des lettres. C'est exactement pareil. Donc ici, on a deux pistes. On va avoir une piste vidéo et une piste audio. Si vous souhaitez que ces pistes ne soient pas liées ensemble, parce que quand on les prend, c'est lié ensemble, ce qui est quand même mieux, parce que si tout n'est pas lié ensemble, on devrait sélectionner les deux pour pouvoir se déplacer, ce qui serait un petit peu chiant. Mais si vous voulez supprimer l'audio ou décaler l'audio, vous pouvez faire clic droit et ici décocher Link Clips. Et là, ça sera plus ensemble et vous pouvez indépendamment, tout simplement, bouger votre piste audio et vidéo. Donc je peux resélectionner les deux, faire clic droit, Link Clips. Et là, c'est de nouveau ensemble. Donc, je vais prendre une autre partie, par exemple ici, donc je vais mettre un point in, je vais aller par exemple juste ici, je vais mettre un point out, et maintenant, je peux venir le mettre ici et l'insérer et supprimer par exemple l'espace de vide. Très bien. Donc c'est une manière de faire, sauf que si on veut combiner des plans, et je vais te montrer une autre manière de faire, c'est que ici je mets un point in, et je vais mettre mon point de sortie par ici, par exemple, et là je vais utiliser un raccourci clavier qui est F10. Et quand je fais F10, ça va automatiquement se mettre dans la timeline. Donc ici je peux zoomer pour agrandir ma timeline, donc on va voir juste après les différents outils qui sont assez intéressants ici, donc on va pas tous les voir, mais on va voir l'essentiel du moins. Donc je prends un petit peu de temps à expliquer, c'est vrai, mais j'ai envie que vous compreniez ce que c'est important au lieu d'aller voir 26 vidéos. Si vous avez tout en une seule vidéo, elle peut être un petit peu longue, je sais, mais au moins vous pouvez comprendre de A à Z et je vous jure qu'au final vous allez gagner du temps. Donc je vais prendre un second média, je vais mettre un point d'entrée, je vais aller un petit peu plus loin par exemple ici, et je vais mettre un point de sortie en faisant O. Donc I et O, on se rappelle. Je peux également venir faire F10 et là quand je fais F10, ça va se mettre à la suite. Très bien. Sauf que si je décale mon curseur et que je refais F10, en fait, on voit le comportement que ça a. En fait, quand je fais F10, ça vient mettre mon média là où est mon curseur. Donc, si je le mets ici, je refais F10, ça va se mettre à la suite de là où était mon curseur. Donc on peut dire c'est cool, mais ça peut poser des problèmes. Si mon curseur il est placé ici, que je fais F10, là ça vient couper. Vous voyez que ici c'est venu couper mon média et ça va se rajouter à la suite. Donc bien faire attention à ça. F10 ça va se mettre donc à la suite. Peu importe ce qu'il y a sur la timeline, ça va s'insérer à la suite et ça va tout couper. Donc on va avoir des comportements différents. Par exemple là je mets un point d'entrée et ici je vais mettre un point de sortie. Et là je viens faire F10 parce que j'ai envie de l'insérer entre les deux, admettons. Donc je pourrais décaler ça, faire F10 et recoller ça. Je vais te montrer une autre manière de faire. Donc maintenant si je fais F10, là ça vient pas s'insérer entre les deux. Ça vient couper la première partie du plan. Et non, on veut pas. On veut que ça s'insère entre les deux. Donc pour ça, on va utiliser le raccourci clavier F9. Et là, ça va automatiquement s'insérer entre les deux. Donc vous voyez que si je fais F9, tout vient s'insérer entre et ça va décaler ce qui est après. Alors que si je fais F10, ça vient supprimer. Donc bien comprendre le F9 et F10. Le F10, ça va venir s'ajouter là où est votre curseur et ça va venir du coup écraser ce qui est déjà sur la timeline. Et le F9, ça va aussi se mettre là où est votre curseur, mais ça va décaler tout ce qui est après. Donc le F9, c'est souvent plus apprécié. Donc je vais venir moi supprimer tout ça parce que on n'en a pas besoin et je vais me créer un point in et out assez sympa, par exemple ceci et ceci, je vais le prendre et l'insérer ou alors je peux faire F10, c'est un petit peu comme je veux et donc on va avoir ceci. Donc en termes de montage, on va voir ce qu'il est possible de faire parce qu'une fois qu'on a inséré nos médias, on est content, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans DaVinci? Première chose qu'on va pouvoir faire, c'est couper un média. Pour ça, vous allez avoir le raccourci clavier CTRL B. Donc si je fais CTRL B, hop, je viens sectionner un média en deux. Et donc là, j'ai deux parties maintenant, parce que j'ai deux médias. Donc je peux venir couper ça. Donc ici, je refais CTRL B et je vais pouvoir supprimer cette zone. Et là, je viens de faire un montage de manière très simple. C'est-à-dire que j'ai coupé à deux parties différentes et je suis venu supprimer une partie.
Donc CTRL B, c'est pour venir couper votre média. Ensuite, vous avez d'autres choses ici comme le snapping. Donc automatiquement dans DaVinci Resolve, dès que je vais me rapprocher, ça va automatiquement s'aimanter. Vous voyez ici, ça s'aimante. Donc je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Là, si je me rapproche, automatiquement ça s'aimante. Et ça c'est plutôt cool, parce que si j'enlève l'aimant qui est ici, ce qu'on va appeler le snapping, et le raccourci clavier c'est N, à bien faire attention parce que si vous faites N sans faire exprès, vous allez le désactiver. Donc si je désactive ça, maintenant si je me rapproche, eh ben il n'y a rien. Donc c'est hyper compliqué de venir exactement mettre à la frame près pour pas venir rogner sur l'autre média. Donc bien activer le snapping, sauf cas particulier. Donc ici je peux venir supprimer l'espace. Autre chose qu'on a ici c'est le link selection, ce qui fait que maintenant je peux sélectionner chaque média indépendamment. Donc ça revient au même que de faire ça. Ok, sauf que ici ça va le faire sur toute votre timeline, contrairement à ceci qui va le faire uniquement sur un média. Et si je recoche ceci, ça va automatiquement se linker à ce que c'était avant. Donc c'est un petit peu différent. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ici on a le son, donc si vous voulez plus ou moins de son, ici on va retrouver différents outils que tu peux tester. Ici on voit qu'on a le CTRL B, mais en fait c'est ce qu'on a fait avant. Donc vous ça va peut-être être B, moi j'ai inversé CTRL B et B. Mais bon, ça vous verrez. Ici, on va voir le F9, F10 et F11. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu à part le F11. Donc, ça va remplacer le clip. Donc, ici, ça fait un overwrite, le F10. C'est-à-dire que là où est votre curseur, ça va écrire par-dessus. Ça veut dire ça, overwrite, écrire par-dessus. Et ici, ça va tout simplement venir s'insérer. Donc, insert clip. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, vous pouvez cliquer ici pour insérer un média, par exemple. Donc, si je me mets ici, hop, je viens d'insérer. Ou alors je fais F9. Donc j'espère que c'est compris pour ça. Maintenant, on va avoir des choses un petit peu plus fun, comme par exemple l'inspecteur. À quoi sert l'inspecteur dans DaVinci Resolve? Alors je vais me mettre ici et je vais sélectionner un média et je vais cliquer ici sur inspecteur. Et en fait, dans l'inspecteur, je vais avoir toutes les propriétés de transformation et autres de mon média. C'est-à-dire que c'est ici que je vais pouvoir faire des zooms, des déplacements, changer la rotation, cropper. En fait, on va pouvoir transformer notre image et on va avoir deux choses importantes, c'est la vidéo et l'audio. Donc on va commencer par la vidéo. Ici on a les zooms, donc automatiquement ici ça vient zoomer. Et ici on va avoir une petite option et si on est attentif, on voit que ceci, ça ressemble à ceci. Et si on se rappelle, ça c'était pour délinker. Donc ici vous allez pouvoir délinker et par conséquent, maintenant quand vous bougez le X, ça va uniquement bouger le X. Donc on va zoomer en X. En fait c'est X et Y. Donc vous vous rappelez entre abscisse et ordonnée, si vous avez suivi vos cours de maths, le X ça va donc être cet axe-ci et le Y ça va être la hauteur. Donc là, si vous voulez faire un zoom sur un axe en particulier, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez recocher ici et maintenant quand vous allez zoomer, ça va automatiquement zoomer pareil en X et en Y, ce qui est quand même mieux. Donc automatiquement c'est linké, mais si jamais vous quand vous zoomez ça zoome qu'en X ou en Y, pensez à cocher cette option-ci. Ensuite on va voir la position, pareil en X et en Y, c'est pour déplacer votre image. Le Y pareil, vous allez pouvoir vous déplacer. Pour rotation angle, tout simplement faire une rotation. Ok, rien de particulier par rapport à ça. On va retrouver d'autres choses aussi, le pitch, donc ça peut servir à faire ce genre d'effet. Pour ça, je vous laisserai aller voir. Ici, vous pouvez reset, donc je vais pouvoir reset tout ça pour remettre aux paramètres de base. Pareil, ici, on a le yaw, donc c'est comme le pitch, mais dans l'autre sens. Ici, on va pouvoir flipper notre image, ok, que ce soit en vertical ou en horizontal. Et donc, pareil, ici, on va retrouver le cropping, on va pouvoir cropper à droite, on va pouvoir cropper à gauche, en bas, en haut. En fait, là, le bas et le haut, c'est inversé, parce qu'ici, je suis venu flip. Donc si je reflip dans l'autre sens là, on est bon. Donc là, on va pouvoir cropper en bas. Ensuite, on va pouvoir smoother notre crop. Donc si j'augmente la softness, vous voyez que c'est beaucoup plus diffus et doux. Donc ça peut servir, ce genre de choses. Bon, je vous laisserai aller voir de ce côté-là, mais il y a des choses assez sympas à faire. Alors maintenant, admettons que j'ai envie de faire un zoom, mais que j'ai envie que ce zoom soit animé. Donc je vais me mettre par exemple à la première image de mon média, c'est-à-dire juste ici, et je vais cliquer sur le petit losange qui est ici, qui est gris, mais quand on va cliquer dessus, il va devenir en rouge. Et en fait, ça, c'est une clé d'animation. Donc là, j'ai dit à DaVinci, à la frame 1, je te mets une clé d'animation dans le zoom. Et maintenant, je vais avancer et me mettre par exemple ici, et je vais zoomer, et là, vous voyez que automatiquement, il me remet une seconde clé.
chiffré. C'est-à-dire qu'entre cet instant-ci et cet instant-ci, il est venu zoomer, il est venu opérer son zoom. Donc ici, je peux cliquer sur les clés pour voir mes clés. Donc ici, vous verrez les clés. Donc on voit qu'on en a bel et bien 2. Donc je peux venir les décaler, ce genre de choses. Ok. Donc ici, je peux prendre ma clé et venir la décaler, la mettre par exemple par ici. Et du coup, le zoom sera beaucoup plus lent, étant donné que j'ai mis ma clé beaucoup plus loin. Donc voilà pour l'animation. Et ça marche pareil avec tous les outils. Donc la position, pareil, je peux mettre une clé ici, aller par exemple par ici, et venir me décaler dans l'axe X, voilà, jusqu'à plus rien voir. Et entre ces deux espacements, donc ça va opérer mon animation. Donc c'est ce qu'on appelle de l'animation par keyframe. Voilà. Bon, c'est un peu comme dans tous les logiciels, mais pour ceux qui n'ont jamais touché au montage vidéo, ça peut être un concept assez particulier au début, mais en fait, c'est super simple. Vous avez une clé avec une position. Par exemple, je suis à 0 à l'image 1, je suis à 10 à l'image 100, et entre l'image 1 et l'image 100, il va aller de 0 du coup à 10. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est comme une courbe, si vous voulez. Donc en fait, c'est comme ça que se produit l'animation de manière générale. C'est ce qu'on appelle de l'animation par keyframe. Et pour ceux qui font un petit peu de 3D, c'est exactement la même chose. Quand vous allez animer un rig, vous allez faire de l'animation par keyframe. Par exemple, à la frame 1, le personnage a la main fermée. À l'image 100, il a la main ouverte. Et entre les deux, il va venir interpoler et créer le mouvement que l'on désire. C'est-à-dire qu'il va passer de main fermée à main ouverte. Voilà. C'est exactement la même chose. Alors, on vient de voir dans l'inspecteur la vidéo, mais on a aussi envie de voir l'audio. Et oui, donc si je clique sur audio ici, on va retrouver différentes choses telles que le volume. Donc, vous allez voir si je baisse le volume, ici, ça vient baisser mon signal sonore. Vous voyez qu'il est beaucoup plus faible. Donc là, on va quasiment rien entendre. Et si je l'augmente, là, tout devient blanc parce que c'est vraiment très très fort. Surtout, ne faites pas play, vous allez vous casser les oreilles. Donc là, je peux gérer mon volume. Donc, il y a différentes choses donc liées au son. Ok, comme l'equalizer, ce qui est quand même assez sympa. Donc pour ceux qui font de la musique, vous connaissez peut-être l'equalizer. Donc ça vous permet par exemple de traiter les basses, les hautes, enfin vous allez pouvoir gérer votre son, les aigus, les graves, vous allez pouvoir faire plein de choses et avoir un vrai contrôle. Et en fait, ici, vous allez pouvoir directement le faire dans la page Edit. Donc vous allez pouvoir en rajouter ici, si vous voulez, le band 1 par exemple et le band 4. Ok, de base, il met que les deux là parce que ça reste assez simple. C'est dans la page Edit. Mais là, je vais pouvoir jouer avec ça pour tout simplement modifier mon son. Et en fait, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver directement dans la page Fairlight qui est dédiée au son. Donc évidemment, c'est bien plus complexe, mais si ici je double-clique sur Equalizer, on retrouve le même système. Donc évidemment, ici on a bien plus d'options, logique parce que c'est dédié à ça, mais on retrouve les options de base donc dans la fenêtre Edit. Dernière chose qu'on va pouvoir faire dans la fenêtre Edit, c'est les accélérer et les ralentir. Pour ça, super simple, vous allez faire clic droit et ici, on va retrouver le Change Clip Speed. Quand on clique dessus, on a ce petit menu et de base, la vitesse, elle est à 100%. Donc, il n'y a absolument rien. Donc, si je mets à plus de 100%, ça va accélérer et si je mets à moins de 100%, ça va ralentir. Donc, admettons que je mette à 20%, ça va faire un ralenti divisé par 5. Donc, si je mets à 20 et que je fais entrer, là, on va avoir un ralenti comme vous pouvez voir juste ici, mais qui sera donc divisé par 5. Donc juste pour des soucis de lisibilité, si je reclique ici et que je remets ma position pour qu'on puisse voir quelque chose, comme ceci, vous voyez que là, ça saccade parce qu'on a ralenti, évidemment on n'a pas assez d'images, donc ça vient tout simplement ralentir notre image. Je peux aussi accélérer, si je mets par exemple à 500, donc là je vais faire un x5 au niveau de l'accéléré, et donc si je fais play, on voit bel et bien que mes médias sont accélérés. Et autre chose que je peux faire, c'est friser mon image. C'est-à-dire que si je me mets à une frame donnée, par exemple celle-ci, je vais cliquer sur mon média, pareil, faire Change Clip Speed, et je vais cocher l'option Freeze Frame. Et là, je vais faire Change, et là, automatiquement, il va couper mon média, et tout ce qui est après va être complètement frisé. Donc là, on a bel et bien ma vidéo qui se joue et tout ce qui après donc est frisé. Donc c'est une manière de friser votre image et de faire un arrêt donc sur image. Alors c'est à peu près tout pour la page Edit et maintenant on va se retrouver dans la page Fusion qui pour certains est la page la plus compliquée du logiciel, mais je vous assure que non et que dans quelques instants vous allez comprendre comment fonctionne Fusion et vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des effets visuels incroyables. C'est utilisé dans un bon nombre de séries et de films que vous avez vus au cinéma et je vous assure que c'est pas si compliqué que ça. Donc, tiens le coup, et maintenant on passe
à Fusion. Alors je me suis dit qu'une incrustation fond vert ça peut être pas mal pour apprendre les effets visuels et surtout le compositing, c'est un bon cas d'école. Donc on va passer dans la fenêtre Fusion juste ici. Alors si tu veux ce média, il est disponible sur le site d'Hollywood Camera Works, bien évidemment, lien en description, tu peux le télécharger gratuitement. Ils ont plein de plates fond vert si tu as envie de t'entraîner, c'est assez sympa. Donc nous on va partir de ce plan là, ok. Et tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, on va tenter un petit peu de comprendre l'interface de Fusion. Donc ici on va voir la fenêtre principale qui est le viewer. C'est là où on va visionner notre image. Comme on peut le voir ici, on a notre plan sur fond vert. Ici on va voir ce qu'on appelle dans un logiciel de compositing le node graph. Donc si on veut, c'est un petit peu notre table de travail. Ça correspond, si on veut, à la timeline dans l'edit, mais pas totalement non plus. C'est là où on va connecter les nodes entre eux pour acheminer des opérations. Et toutes ces opérations, on va pouvoir les contrôler, les moduler dans l'inspecteur juste ici. C'est-à-dire que dans l'inspecteur, on va tout simplement avoir accès aux informations et aux paramètres de nos nœuds. Par exemple, si je clique sur le media out, et ben ici, je vais avoir accès aux informations du media out. Et pareil sur le media in. Voilà, rien de plus. Donc le média in et out, ce sont deux nœuds. Et en fait, tout ce qu'on va connecter entre ces nœuds, toutes les opérations qu'on va venir connecter, et ben ça va affecter donc notre image. C'est-à-dire qu'on part de notre média in, on va venir faire des opérations jusqu'à arriver à notre média out. Donc en fait, ça c'est une structure nodale, contrairement à des calques comme sur Photoshop ou After Effects, que vous connaissez peut-être, ou même dans un logiciel de montage, ce qui est au-dessus dans votre timeline va être au-dessus sur votre image, là où sont placés vos nodes ici. Ça a aucune importance, c'est la manière dont vous allez les connecter entre eux. En fait, c'est un petit peu la différence entre un classeur classé avec des dossiers et une carte mentale. Et bah, After Effects, c'est un dossier et ça, c'est une carte mentale. Voilà. Donc si c'est pas très clair, c'est pas très grave, de toute manière, on va pratiquer et on va comprendre. Donc, je peux faire Shift espace pour venir chercher un outil. Alors je peux aussi faire clic droit, Add Tool, et ici j'ai accès à tous les outils de Fusion. Ok. Très bien. Donc moi je vais faire Shift espace. En fait la différence c'est que je peux directement taper mon nœud. Donc c'est un petit peu plus rapide pour chercher vos outils. Surtout quand vous les connaissez, mais si au début vous connaissez pas vos outils, je vous conseille de faire Add Tools et ici sont rangés par catégorie. Par exemple, on va venir prendre un nœud de Color Correction. Donc naturellement on va aller dans Color et ici on va prendre un Color Corrector. Et là vous voyez qu'on a un nœud de Color Corrector et ici on a tous les paramètres liés au Color Corrector, à savoir le contraste, le gain, le lift, le gamma, enfin tous les outils donc on relié à un color corrector classique. Sauf que si je modifie par exemple le gain, je l'augmente, il se passe absolument rien ici. Et ça c'est normal. Donc je vais recliquer ici pour Reset Booty. Et ça c'est parce que notre node il est connecté à rien. Il est indépendant, il affiche aucune image. Donc pour ça il va falloir le connecter dans notre pipe juste ici. Donc pour ça je peux faire Shift pour venir l'insérer. Vous voyez qu'il y a une surluminescence et hop il vient se connecter. Et par exemple si je mets du contraste, et ben vous voyez là que ça marche bel et bien. Pareil pour mon gain que je peux augmenter. Pareil si je le souhaite je peux mettre ma plate toute bleue. Ok, on va la laisser bleue parce que c'est assez démonstratif. Et en gros ce qui se passe c'est que j'ai un media in, un effet de color correction et donc en ressort mon media out. Et en fait tous les nœuds que je veux venir ici vont être mes opérations qui vont affecter mon image finale qui va être répercutée du coup sur la sortie, à savoir le media out juste ici. Alors chose très très importante, pour visionner un nœud il suffit de le prendre et de le glisser juste ici. Donc là je visionne mon color corrector et là je visionne donc mon media in. En fait ici vous pouvez voir qu'il y a un petit point blanc et c'est normal, c'est tout simplement Fusion qui vous indique ce qu'il est en train de visionner. Si je prends mon color corrector, je le glisse ici, le petit point blanc sera sur mon color corrector. Et vous allez vous demander pourquoi il y a deux points. En fait il y a autant de points que de viewers. Ici vous le voyez pas mais il y en a bel et bien deux. Donc ici j'ai deux points. Vous voyez le left view et le right view. Donc ça c'est le viewer de droite, sauf qu'ici il y a un viewer qui est caché, donc je peux le déplier et ça va être mon viewer de gauche. Donc si je le prends et je le glisse juste ici, vous voyez que mes deux points blancs sont activés. Donc je peux prendre celui-ci et le regarder, ce qui fait qu'on peut comparer entre avant et après par exemple. Donc ici on regarde mon media in étant donné qu'il y a un point blanc sur mon media in. Ici donc on va regarder mon color corrector étant donné qu'il y a un point sur mon color corrector. Voilà. Assez logique. Donc maintenant je peux sélectionner mon color corrector et le nœud suivant que je mets va automatiquement se mettre juste après. On n'aura pas besoin de venir faire Shift et de le connecter ici. Si vous sélectionnez votre dernier nœud, celui d'après se connectera automatiquement après.
ce qui est quand même plus pratique. Donc je vais par exemple aller chercher un nœud de blur, qui veut dire flou, donc je le mets juste ici en cliquant sur Add, et là je vais augmenter mon flou, et il ne se passe absolument rien. Pourquoi? Eh bien parce que dans aucun viewer on le visionne. Donc ici on visionne mon media in, et ici on visionne mon color corrector. Donc si je veux voir mon blur, je le prends et je le glisse juste ici, et là on voit mon blur. Alors je peux activer et désactiver ici d'ailleurs si je le souhaite, donc je peux cliquer par exemple sur mon color corrector et venir activer le viewer juste ici. Donc soit je le prends et le glisse, ou alors soit je clique tout simplement sur le petit point. C'est comme vous voulez, mais c'est quand même bien plus rapide de le prendre et de le glisser. Donc en fait, on a une structure nodale dans Fusion, et cette structure nodale, elle est très pratique, parce que vous avez un acheminement de nœuds, et si vous en désactivez un, ça va pas tout vous casser avant. Par exemple, pour désactiver un nœud, le raccourci, ça va être CTRL-P. Donc je peux sélectionner mon color corrector et faire CTRL-P, et là je désactive mon color corrector, mais mon blur prend toujours effet. Donc c'est super pratique, admettons que vous avez fait une opération tout au début, vous pouvez l'enlever et ça va affecter tous vos nodes après, en fait ça sera pris en compte et il y aura juste l'effet qui n'est pas fait. Donc ici je vais pouvoir réactiver mon color corrector et pareil à la suite de mon blur, je peux mettre un nœud de transform et je vais pouvoir donc changer la taille, donc je zoome. Alors il faut que je le regarde, donc ici je zoome, je change l'angle et admettons que maintenant j'aime plus le flou, et je peux venir supprimer mon flou et toutes mes opérations se seront faites, mon color corrector ainsi que mon transform. Donc ça a quand même une grande flexibilité la structure nodale. Donc voilà pour les explications. Maintenant on va venir faire notre petit compositing parce que la théorie c'est bien beau mais on apprend bien plus en pratique. Donc la première étape va être de supprimer mon fond vert. Pour supprimer un fond vert, il y a plusieurs nodes, comme le Delta Keyer. En fait, si je fais clic droit à Tool, ici dans le Mate, on va retrouver tous les nodes d'extraction fond vert, comme par exemple le Chroma Keyer, le Delta Keyer, le Luma Keyer. Donc le Luma Keyer, ça va être plus pour les luminances. Par exemple, si vous avez quelque chose de lumineux et de sombre, vous allez pouvoir créer un masque à partir de ça. Le Difference Keyer, c'est pour faire la différence entre deux choses. En fait, vous avez plein de Keyer différents. Mais pour les fonds verts, on va retrouver le Chroma Keyer, ou bien encore le Delta Keyer. Nous, on va se servir du Delta Keyer, donc on va le prendre, faire Shift et le connecter, et on va le regarder. Donc là, rien ne se passe, ça va pas effacer mon fond vert miraculeusement. Pourquoi? Parce qu'il sait pas, lui, quel type de vert c'est, ou alors il sait même pas si c'est un fond vert ou un fond bleu. Lui, il en a aucune idée. Donc pour ça, il va falloir lui indiquer quelle couleur de vert c'est. Donc ici, on va retrouver notre background color dans les paramètres. Donc on va cliquer dessus, et je vais faire OK. Très bien. Donc ici, on retrouve un damier derrière. Alors pour ceux qui connaissent Photoshop, il me semble qu'il y a aussi un damier derrière pour suggérer l'alpha. Et donc l'alpha, c'est quoi? Ça va être votre masque de transparence. Donc je peux faire A pour voir l'alpha. Et en fait, l'alpha, il est fait de noir et de blanc. C'est-à-dire ce qui est blanc va être gardé et ce qui est noir va être supprimé. Donc moi, on aimerait que mon personnage soit blanc et que le fond soit noir. Pour ça, on va aller dans les paramètres de mon Delta Keyer, dans le Mate. Et ici, on va pouvoir gérer le threshold, à savoir le seuil. Ici, on retrouve le low et le high. Le low, ça va être pour les valeurs basses et le high pour les valeurs hautes. Donc nous, nos valeurs basses, à savoir ce qui est noir, on a envie que ce soit plus noir, on a envie que ce soit complètement supprimé. Donc on va prendre ce curseur et le ramener pour venir supprimer le noir, et notre personnage, notamment le t-shirt, on aimerait le conserver, donc on aimerait qu'il soit blanc. Donc dans le high, on va ramener ceci, et là on vient garder notre personnage. Donc mon personnage est blanc, il est conservé, et le reste est noir, donc il est supprimé. Donc si on regarde, ça nous donne ça. Très bien. Donc pour ceux et celles qui n'aiment pas le damier, vous pouvez cliquer sur les trois petits points ici et décocher le checker underlay. Comme ça, vous avez un fond noir. Moi, je trouve ça personnellement un petit peu plus lisible, donc je vais le laisser décocher. Donc ici, on voit un problème. Si je regarde l'alpha, on voit qu'il n'a pas réussi à supprimer ce qui était à droite. Donc ceci, ce qui est normal parce que c'est pas du tout un fond vert. Ici on retrouve une planche et ici on va retrouver notre tracker bleu. Donc le tracker, on va voir ça juste après, ça permet de reproduire le mouvement de caméra parce que oui, notre plan il bouge. Donc on va faire une technique qui s'appelle le garbage mate, c'est-à-dire supprimer tout ce que notre fond vert n'a pas pu supprimer. Et ici on a de la chance parce que notre personnage il va pas toucher ces éléments, qui fait qu'on va pouvoir faire une roto autour sans trop se prendre la tête, quelque chose de vague, et pour venir supprimer tout ce qui est à l'extérieur. Donc je vais créer un nœud de polygone comme ceci et je vais faire add. Alors ici il me l'a connecté automatiquement, donc nous on veut pas ça, on le déconnecte et je vais venir tracer un masque en cliquant pour créer des points. Donc je vais tracer un masque tout autour. Alors je veille que mon tracker ne soit pas inclus dedans parce que nous on va venir supprimer tout ce qui est à l'extérieur. D'ailleurs ici on peut voir un bug, il n'a pas réussi à connecter alors qu'ici il est bel et bien connecté. Vous voyez là quand je bouge il est venu se rajouter. Voilà.
C'est un petit bug ça. Donc moi je vais venir le bouger, à savoir que c'est de l'auto-key. Comme on peut le voir juste ici, c'est écrit right click here for shape animation. Ce qui veut dire que là il y a une clé qui est rouge, et si vous vous rappelez bien, elle est écrite rouge, ça veut dire que c'est une clé d'animation. Quand on avait fait nos zooms dans le montage tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc DaVinci, à travers ses différents modules, que ce soit l'Edit, Fusion, Color, il reste cohérent. Et ça, c'est appréciable. Donc ici, on sait que si on bouge donc ceci dans le temps, ça va venir s'animer. Et nous, c'est ce qu'on veut, parce que notre personnage, il va bouger. Du coup, on va devoir animer cette roto. Donc je vais avancer et venir légèrement décaler ceci, si besoin, pour pas couper mon personnage. Et ici, on voit qu'il crée une petite clé. Vous voyez, là, il y a un petit truc blanc, c'est-à-dire qu'il crée une clé d'animation. Et là, on peut voir qu'entre l'image 0 et l'image à peu près 43-44, donc ma clé, elle est à l'image 44, on peut voir ici, si vous regardez, qu'il a bel et bien pris en compte mon animation. Donc c'est un système de keyframe. Donc j'allais un petit peu plus loin, par exemple ici, vous voyez, la main, elle avait été découpée, on fait attention à ça. Je peux aller encore plus loin, par exemple ici. Là, mon personnage va être complètement découpé, donc je vais pouvoir le décaler un petit peu et je vais aller jusqu'à la 120. On n'ira pas plus loin. Ok, moi pas trop se prendre la tête. Et d'ailleurs, je vais revenir dans l'edit. Vous voyez que ça a supprimé mon fond vert. Donc l'edit, lui, va récupérer mon media out et je vais venir largement raccourcir le plan. Et d'ailleurs, je peux désactiver juste ici pour voir ce que ça donne sans l'effet. Donc ceci, ça veut dire que c'est sans l'effet et sans l'étalonnage. Vous voyez, c'est marqué Bypass Color Blades and Fusion Effect. Donc à savoir la color juste ici et fusion. Donc je désactive ça et je me dis que mon plan, j'aimerais qu'il se coupe par exemple par ici. Voilà. Donc je vais faire CTRL B et je vais supprimer cette partie-ci. Je vais retourner dans Fusion et là je regarde que mon animation elle suive bel et bien. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant, ce masque, je vais venir le connecter en Garbage Mate. Ici, on va retrouver le Clean Plate. Ici, on va retrouver donc le Solid Mate. Ici, le Garbage Mate. Et ici, le masque. Donc nous, ce qui nous intéresse avec le Garbage Mate, donc je pourrais connecter juste ici. Voilà. Sauf que si je ne sais pas quelle entrée c'est et que je n'ai pas forcément envie de vérifier, vous pouvez partir de ce petit carré et faire clic droit. Donc là, vous faites clic droit et vous lâchez sur le Delta Keyer. Et là, il me propose toutes les entrées, ce qui est quand même un petit peu plus facile de chercher l'entrée à chaque fois. C'est quand même plus rapide. Et nous, on va prendre le Garbage Mate. Donc là, il y a un petit problème. Il supprime mon personnage et il garde ce qui est autour. Lui, il va supprimer ce qui est à l'intérieur. Donc ici, on va voir deux solutions, qui est en fait la même chose. Donc on va devoir inverser notre masque. Donc ce qu'on peut faire, c'est directement dans le masque, cliquer sur Invert. Donc il va supprimer tout ce qui est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc là, ça marche. Ou alors, je peux aller dans mon nœud de Delta Keyer, ici aller dans Masque, Garbage Mate, et ici inverser le Garbage Mate. Voilà, c'est exactement la même chose. Moi, je vais plutôt l'inverser ici. Voilà. Bon, ça change absolument rien. Et là, on a bel et bien isolé mon personnage. Donc, il n'y a plus notre fond vert, il n'y a plus ce qui est autour. Notre personnage est blanc et le fond est noir. Ce qui fait qu'on conserve uniquement notre personnage et qu'on va pouvoir incruster n'importe quel fond derrière. Donc, moi, j'importe ce fond-ci, donc je le prends et je le regarde. Alors, pour l'importer dans Fusion, bah, tu prends ton média et tu le glisses juste ici. Voilà, un peu compliqué. Donc, ça, c'est mon arrière-plan, et donc ça, c'est mon fond vert. Donc là, on pourrait se dire, bah, on veut que mon arrière-plan soit derrière et que le personnage soit devant. Oui, mais comment on fait ça? Et ben en fait, il va avoir un node pour réunir les éléments. C'est ce qu'on va appeler le node de merge. Donc je fais Shift espace et je vais chercher un merge. Et là, dans mon merge, il y a trois entrées. Il y a l'entrée verte qui est l'entrée foreground, l'entrée jaune orangé qui est l'entrée background et l'entrée masque. Donc en fait, ils portent bien leur nom. Donc ça, c'est le devant-plan, ça, c'est l'arrière-plan et ça, c'est le masque. C'est-à-dire que le masque, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit notre devant-plan, mais uniquement dans une zone qu'on va définir par exemple. Je te montre ça dans un instant. Donc là, je vais tout simplement venir connecter dans mon entrée verte, ceci, mon Delta Keyer, parce qu'on a envie que mon personnage soit devant, et ce qui est devant, c'est donc l'entrée verte qui est l'entrée foreground, parce que foreground, ça veut dire devant. Et dans l'entrée donc jaune-orange, je vais connecter ceci, donc mon background, pour que ça soit derrière. Et si je regarde le résultat, on a bel et bien ça. Donc je vais venir connecter ça donc à mon résultat final, pour que quand je sois dans l'edit, que je recoche ça, je vois maintenant ceci. Donc, je reviens dans Fusion, et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit que ceci est devant ceci, et je vais venir composer ça ensemble. Si je fais CTRL-T pour inverser mes entrées, et ben maintenant, ceci, ça devient devant, qui fait que derrière, il y a bel et bien, donc, mon personnage. Donc, je vais faire RCTRL-T pour réinverser les entrées, et je vais pouvoir utiliser une entrée masque aussi, si je le souhaite. Donc, je vais mettre un nœud de polygone pour créer un masque. Donc, par exemple, je vais faire un masque
comme ça, et je vais connecter donc à l'entrée bleue qui est l'entrée masque, et du coup je vais dire que ça se compose bel et bien devant, mais uniquement dans l'entrée masque, et je peux venir flouter mon entrée masque, et j'obtiens ce genre de choses, ce qui n'a aucun sens. Donc moi je supprime ceci, mais dans certains cas ça peut être vachement utile quand tu veux mettre un élément devant, mais uniquement dans la zone donc du masque. Donc pour ça tu vas te servir de l'entrée masque. Alors là, si je fais play, on va voir qu'il y a quelques petits problèmes. Ici, à gauche, tu peux voir qu'il y a un mouvement de caméra, c'est-à-dire que mon plan, lui, il bouge, mais mon arrière-plan, lui, il ne bouge pas du tout. Vous voyez que l'arrière-plan, il est complètement fixe, alors que le plan de gauche, bah, il y a un petit mouvement de caméra. Et tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé du petit tracker ici, bleu, et ça va servir à reporter un mouvement de caméra sur l'arrière-plan. Donc on va reporter le mouvement de caméra qui est à gauche sur mon arrière-plan qui est ici. Et on va nommer cette étape le tracking. Donc pour ça, on va naturellement aller chercher un node de tracker qui va analyser le mouvement. Donc pour ça, on va lui dire quoi analyser bien sûr. Donc je connecte et je vais aller à l'image 0 et je vais lui dire de suivre ce tracker bleu et je vais recréer un autre tracker en recliquant sur point. Donc là, ça m'a mis un deuxième tracker et je vais lui dire par exemple de suivre ce petit pattern là et de réarriver à le suivre. Donc je le prends et je le regarde et je vais lancer le tracking. Donc il va analyser le point bleu et ce petit point ici. Il va essayer de les suivre. Donc il va recréer tout simplement un suivi de mouvement et on va appliquer ce suivi de mouvement à notre arrière-plan pour qu'il y ait le même mouvement. Donc je lance, tu vas voir ce qui se passe. Tu vois qu'il arrive assez bien à suivre. Les carrés, ils suivent bien les patterns. Et donc maintenant je vais déconnecter ceci et je vais venir le connecter ici, je vais le connecter donc à mon arrière-plan dans les deux entrées et je vais aller dans mes opérations et je vais aller en match move et donc je vais me mettre en FG only pour que ça se fasse uniquement sur l'entrée foreground. Bon ça on en parle beaucoup dans la formation, le pourquoi du comment, je vais pas forcément aller dans les détails sur un tutoriel sur les bases, c'est juste pour montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire et la philosophie du logiciel et que tu puisses un petit peu toucher à tout et comprendre ce que tu fais, ça c'est super important. Et donc maintenant j'ai reporté le mouvement de caméra, ce qui fait que si je fais play, ici tu vois qu'il y a un mouvement de caméra maintenant. En fait, il a reporté mon mouvement de caméra, donc je suis venu traquer ceci, et là tu peux voir qu'on a bel et bien à gauche et à droite le même mouvement. Tu vois bel et bien que ça va vers la droite. Regarde, ici là ça va vers la droite. Donc ici tu peux voir que ça descend bel et bien. Donc j'ai l'impression que ça descend peut-être un petit peu plus sur le plan de droite. Et donc maintenant si je regarde le résultat final, et bah on a bel et bien le même mouvement de caméra. Et là ça marche quand même beaucoup mieux. Sauf qu'on a un petit problème qu'on va très facilement résoudre, c'est que maintenant on a bel et bien le même mouvement, du coup on est content, sauf qu'ici bah on a des bords noirs. Et ça en fait c'est normal, on a notre plan et ensuite on le traque, donc on le décale. Et ici on n'a pas assez d'informations. Donc pour ça on va venir zoomer avant de traquer. Donc je vais mettre un nœud de transform comme ceci et je vais augmenter la size pour zoomer. Par exemple je vais mettre à 1,15, je pense que c'est assez. Je vais me décaler un petit peu plus par là parce qu'on cropait beaucoup d'informations ici. Et si je regarde donc mon tracker 1, normalement maintenant on devrait être bon. On lui a donné assez d'informations par champ. Donc là on est bon, je regarde mon merge et maintenant on a notre résultat final et on a notre incrustation fond vert réussi. Évidemment on peut l'améliorer, on devrait même pas le faire comme ça, on devrait faire notre alpha dans un coin, venir faire ce qu'on appelle un despill, c'est-à-dire pour enlever les reflets de verre, venir insérer mon alpha. Mais là on l'a fait de manière très simple pour que tu puisses commencer un petit peu à t'amuser. Évidemment dans la formation sur Fusion on va beaucoup plus loin. Donc si la formation t'intéresse, lien en description. Donc la formation a été réalisée par un professionnel de Fusion qui a travaillé sur de gros blockbusters américains. Il y a plus de 12 heures de formation, donc surtout n'hésite pas parce que honnêtement il n'y a pas mieux pour apprendre Fusion. Maintenant, dernière chose qu'on pourrait venir faire, c'est par exemple étalonner le fond. Donc ici après mon tracker, je pourrais mettre un nœud de color corrector, donc pour agir sur mon fond, et donc je peux par exemple augmenter le gain, et là ça augmente uniquement le gain donc sur le fond, parce que là on vient rajouter mon effet avant qu'il soit composé avec ceci. Donc si tu as compris ça, tu as tout compris. Donc par exemple ici si on analyse, je peux me dire ouais là on a un soleil, le sol devrait être un petit peu plus fort, le ciel ici bon ça me semble pas dégueu non plus, mais on pourrait augmenter le gain très légèrement et un petit peu le gamma aussi très légèrement et aussi baisser le lift parce que si on regarde ici les ombres, elles sont quand même beaucoup plus fortes. Donc le lift, on va voir ça dans la color correction, qu'est-ce que le lift, le gamma, le gain, la différence. Donc le lift ça va être les
basses valeurs, le gamma les moyennes et le gain les hautes, mais ça on va le voir justement dans la color correction. Et donc ici les noirs sont quand même assez profonds, en tout cas beaucoup plus que dans le fond. Vous voyez ici il n'y a pas trop d'ombres, donc en fait il faudrait recréer les ombres pour avoir le même éclairage, parce que ici si on analyse, on voit très bien d'où vient la lumière et donc pourquoi ça crée des ombres. Donc ici on va pouvoir légèrement baisser le lift, voilà. Alors peut-être que là c'est un peu trop à gérer avec le gamma, peut-être un petit peu augmenter le gamma et plus largement baisser les lifts. Peut-être quelque chose comme ça, et venir un chouïa désaturer. Et donc maintenant en faisant CTRL P sur mon node, si vous vous rappelez bien, on va pouvoir voir le avant, après. Également ce qu'on pourrait faire, c'est un défocus, parce que généralement l'arrière-plan va être flou si on a fait la mise au point sur le personnage, même si ici, quand on regarde notre fond vert, je pense pas qu'on soit très flou, donc si on regarde un peu ici, ouais on est quand même pas mal flou derrière, donc l'objectif peut provoquer un flou sur le côté, mais on est quand même pas mal flou derrière, mais on a un petit peu ici, un peu moins sur le personnage, mais bon ça peut dépendre de la focale, ce genre de choses, on n'a pas ces informations, mais on peut quand même rajouter un petit flou, donc pour ça on va utiliser pas un blur mais un défocus, qui est prévu donc pour ce genre de cas, pour faire un flou d'arrière-plan simulé par un appareil photo ou une caméra. Donc je vais baisser le bloom level, alors il m'en met toujours trop, c'est un petit peu pénible, donc moi je vais baisser ça et augmenter le défocus size pour plus ou moins défocus. Donc là c'est énorme, mais c'est juste pour montrer ce que ça donne. Donc là il est complètement détaché de l'arrière-plan, c'est un peu irréaliste. Moi je vais par exemple le laisser à 2, peut-être aller à 3, on va le mettre à 3, ça me semble quand même un peu élevé, 3, ou alors il faudrait que ce soit moins défocus dans cette zone et peut-être un petit peu plus derrière, ce qui pourrait être assez sympa. Donc voilà le résultat final, ce que ça nous donne, c'est plutôt sympa. Évidemment on pourrait l'améliorer de mille et une façons, mais maintenant nous allons voir la page color, donc on y est presque. Alors pour l'étalonnage, nous allons utiliser ces deux médias-ci. Alors comme vous pouvez le remarquer, ils sont assez flat, très décontrastés et très désaturés. Et ça c'est entièrement normal. En fait, si vous faites face à ce genre de médias, c'est probablement qu'ils ont été filmés en log ou en RAW, c'est-à-dire qu'au tournage, on va filmer dans un format plat, dit flat quoi en anglais. Et pourquoi on filme dans ce type de format? Et ben en fait c'est pour deux raisons principales. La première c'est pour gagner un maximum de dynamique dans l'image. Par exemple ici je vais avoir des informations dans le ciel alors que c'est des hautes lumières blanches. Si je baisse je vais quand même avoir des informations. Et pareil ici sur la montagne, dans les basses lumières, vous voyez que ici j'ai quand même quelques informations, vous voyez. Alors que si je filme directement dans un format plus normal, j'aurais pas accès à cette dynamique et à ces informations. Et la deuxième raison c'est parce qu'on a envie à l'étalonnage d'avoir un maximum de flexibilité, donc on va pouvoir toucher au contraste, à la saturation. En fait, on va pouvoir créer notre look à l'étalonnage. Donc, je vais placer mon curseur sur le plan que j'ai envie d'étalonner. On va commencer par le premier et je vais aller dans la fenêtre Color. Alors, quand vous arrivez dans la fenêtre Color, ça peut faire un petit peu peur vu qu'il y a plein d'outils dans tous les sens. Alors, c'est pas très ergonomique au premier abord, mais c'est pas si compliqué à comprendre. Alors, vous avez peut-être un petit peu plus de fenêtres. Ici, vous avez peut-être la fenêtre de Effect que vous pouvez désactiver pour le moment. Et vous avez peut-être ici la Timeline. Donc, ici, je passe d'un média à l'autre, donc on peut aussi désactiver la timeline, on va pas en avoir besoin pour le moment. Ce qui va être important de conserver, c'est vos nodes juste ici, ainsi que ici votre viewer. Donc en termes d'interface, ici on a donc le viewer, on va voir nos éléments. Ici on va voir le node graph. Alors tout comme Fusion, la partie color est de structure nodale. Par exemple ici on va voir un nœud, et dans ce nœud on va uniquement toucher le contraste. On va recréer un second nœud, on va gérer la saturation. On va recréer un second nœud, on va rendre notre image plus rouge, etc., etc. Et par conséquent on pourrait être beaucoup plus organisé et avoir un vrai contrôle sur notre image. Ici on va retrouver les différents roues chromatiques, à savoir le lift, le gamma, le gain et l'offset. Ça on verra juste après quelle est la différence entre le lift, le gamma, le gain et l'offset. Ici on va retrouver les fonctions de base telles que la température de couleur, la teinte, le contraste. En dessous on va retrouver la saturation, l'IU, enfin en fait tous les indispensables pour faire de la color correction. Ici on va avoir un tas d'interfaces où on va retrouver différentes choses. Le color slice, là on va pouvoir modifier spécifiquement dans l'IU certaines choses. Ici, on va retrouver le color warper, enfin on va voir plein de choses. Donc si tu as envie d'aller plus loin dans l'étalonnage, j'ai déjà fait des vidéos sur l'étalonnage spécifiquement si ça t'intéresse. Ici, on va retrouver le qualifier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner une partie de l'image grâce à sa chrominance ou grâce à son intensité de couleur. Par exemple, si j'ai un ciel bleu, je vais pouvoir sélectionner le bleu de mon ciel et du coup, ça va me servir de masque et je vais pouvoir uniquement changer des paramètres dans ce ciel bleu. Donc par exemple, si j'ai envie de rendre mon ciel bleu gris,
et ben je vais sélectionner mon ciel bleu, complètement le désaturé, et il sera gris. En fait, ça fonctionne un petit peu comme un fond vert ou un fond bleu. On va sélectionner une couleur, et donc cette couleur devient mon masque, et je vais pouvoir appliquer des effets uniquement donc dans mon masque. En parlant des masques spécifiquement, ici on peut créer des masques, donc on va pouvoir créer un carré, un cercle, une ligne, et ici on va pouvoir créer notre forme. Donc par exemple, je peux détourer ma montagne, et ensuite mes effets s'appliqueront uniquement dans la zone de mon masque. Cependant, si mon plot il bouge comme ici, si je fais un masque, et ben je devrais l'animer à la main, et nous c'est pas ce qu'on veut, donc on va pouvoir traquer notre masque. Donc on va voir ça aussi juste après. Ici on a un onglet tracking, et par conséquent on va pouvoir faire un masque, lancer le tracking, et ça va automatiquement suivre la montagne. Alors dans le tracking, je vais pouvoir faire d'autres choses, comme par exemple stabiliser mon image. Ça peut être aussi très intéressant. Donc moi je vais revenir juste ici, et on va commencer donc mon étalonnage. Donc ici on peut retrouver les scopes. Donc ça va être l'intensité de votre image. Alors vous avez différents types de scopes. J'en parle dans ma vidéo sur l'étalonnage, si tu veux un petit peu plus de précision par rapport à ça. Mais donc ici on va avoir nos valeurs, et vous voyez qu'elles sont très rapprochées. Ici en contraste, on va ramener vers des valeurs hautes, et donc des valeurs basses. Donc c'est une représentation graphique, si vous voulez, de votre image. Donc moi je vais retourner dans le curve juste ici, et on va commencer à étalonner. Donc la première chose que l'on pourrait faire, c'est jouer un petit peu avec le contraste. Donc pour ça, il y a deux écoles. Soit vous prenez ici votre contraste et vous l'augmentez. Donc là, vous allez contraster votre image. C'est la manière plus simple de le faire. Donc moi, je vais reset ici pour remettre le paramètre comme il était de base. Ou alors, je peux utiliser la courbe. Et en fait, qu'est-ce que le contraste? Le contraste, ça va être augmenter nos hautes lumières et baisser nos basses lumières. On va augmenter nos hautes lumières et baisser nos basses lumières. Et là, naturellement, on va contraster notre image. Donc c'est aussi ce qu'on appelle une courbe en S. Vous voyez ici que ça fait un S, plus ou moins en tout cas. Et donc, pour contraster votre image, vous pouvez faire une courbe en S, et donc vous allez avoir beaucoup plus de contrôle qu'avec le node de contraste, parce que vous allez pouvoir choisir exactement où vous voulez que votre contraste dans les basses lumières commence, et pareil ici dans les hautes lumières. Donc là on va gagner de l'information, vous voyez, dans le ciel par exemple. Alors ici je peux un petit peu baisser, on va faire quelque chose d'assez cohérent. On peut regarder ici mes scopes. Donc là, si j'augmente mes hautes, vous voyez que ça augmente mes hautes lumières, et si je joue avec les basses ici, ça va augmenter donc mes basses lumières. Donc moi je vais faire quelque chose par exemple comme ça. Ça me semble plutôt pas mal. Et ici, je vais pouvoir activer, désactiver mon étalonnage pour voir le avant, après. Et là, mon image est quand même nettement plus intéressante. Alors là, on vient de faire le contraste. Donc, je vais faire clic droit ici, node label, et je vais renommer ça contraste. C'est juste pour s'organiser. Alors, ce que je peux faire, c'est créer un second nœud. Et pour créer un nœud, on va faire Alt S. Donc, Alt S, c'est pour créer un nœud. Donc, si je sélectionne ce nœud et que je fais des effets, ils seront appliqués sur ce nœud. Si je sélectionne le nœud de contraste et que je fais des effets, ce sera sur le nœud de contraste. Donc ça, c'est vraiment très très important. Attention à bien faire des effets sur le nœud qui est sélectionné. Donc moi, par exemple, ici, je vais sélectionner ce nœud-ci, et je vais par exemple toucher à la température de couleur pour la rendre un petit peu plus chaude. Alors je pourrais évidemment aussi la rendre plus froide. C'est un petit peu comme on veut. Là, c'est libre à votre imagination et à votre patte artistique. Donc moi, j'ai un petit peu augmenté donc la température. Donc c'est exprimé en Kelvin pour ceux qui connaissent. Et ici, je vais un petit peu saturer mon image. Donc on obtient ce genre de choses. Et admettons que j'ai envie de voir le avant-après, mais que de ce nœud, parce que si je fais ça, eh ben on a le avant-après de tout, avec ou sans étalonnage. Mais admettons que j'ai juste envie de désactiver un nœud pour voir la différence. Je peux sélectionner mon nœud et faire CTRL D. CTRL D, c'est pour activer, désactiver un nœud. Et là, on voit le avant-après de ma saturation et de ma température. Donc je peux faire clic droit, node label, et appeler ça température, saturation par exemple. Ici, je peux sélectionner mon node de contraste et faire CTRL D pour activer, désactiver donc mon contraste. Et là, on voit que la différence est quand même pas mal. Et là, je peux sélectionner ma température et activer, désélectionner donc ma température sélection en faisant donc CTRL D. Donc voilà, là, on a une image assez correcte. Moi, j'aime bien, le style est assez sympa. Bon, après, ça dépend ce qu'on veut. Là, ça fait un petit peu plus coucher de soleil ou lever de soleil. Mais ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est faire Alt S, et on va un petit peu s'intéresser au Primaries Color Wheel. Donc ici, on va retrouver le lift, le gamma, le gain et l'offset. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Le lift, ça va être vos basses lumières, le gamma, vos valeurs moyennes, et le gain, vos hautes lumières. À partir de là, tout est résumé. C'est-à-dire que si je touche au lift juste ici,
voilà, comme ceci, je vais essentiellement agir dans les basses lumières. Vous voyez que là, dans la montagne, où on avait des valeurs quand même assez noires, ça va nettement les augmenter, alors que dans les hautes lumières, comme ici sur mon ciel, bah, ça va absolument pas toucher, ça change absolument rien. Donc ici, on va localiser mes basses lumières. Donc je vais recliquer ici, tout simplement pour reset l'outil. Le gamma, ça va être nos valeurs moyennes. Donc si je touche à mon gamma, bah, on va toucher à mes valeurs moyennes. Et pour finir, le gain, ça va être nos valeurs hautes. Donc là, je vais pas toucher à la montagne qui est juste ici. Vous voyez que mes valeurs basses ne sont pas impactées, mais on impacte bel et bien mes valeurs hautes, comme par exemple le ciel qui est juste ici. Donc je vais reset l'outil. Et enfin, on l'utilise presque jamais, mais on a l'offset. En fait, l'offset, ça va tout augmenter. Il s'en fout du lift, du gamma et le gain. En fait, il va tout prendre ensemble, il va l'augmenter. Donc il va augmenter votre image de manière globale. Donc on l'utilise assez rarement, mais vous voyez que ça augmente autant les lifts que le gain. Donc moi, je vais le reset. Et maintenant, vous avez compris à quoi correspond le lift, le gamma et le gain. Sauf que, à titre d'information pour votre culture générale, tout ça, vous pouvez le retrouver via une courbe. On a dit que le lift, c'était les basses lumières. Et bah, en fait, si on prend le point le plus bas qui est juste ici, et qu'on l'augmente, et bah là, ça fait comme si on touchait au lift. Donc ça, mathématiquement, c'est exactement la même chose que augmenter ici. Vous voyez que ça fait exactement la même chose d'augmenter ça que d'augmenter ceci. Donc ça va être le lift, parce que c'est le point le plus bas, donc ce sont nos basses lumières. Le gamma, on a dit que c'était les valeurs moyennes, donc ça ferait à peu près quelque chose comme ça, et là, on va donc jouer avec le gamma. Ici, vous avez compris, vous vous doutez, qu'est-ce que le gain? Le gain, ça va être les hautes lumières, donc là, on va essentiellement augmenter et jouer avec les hautes lumières. Par exemple, ici, là, je vais uniquement augmenter donc mon gain. Vous voyez que ça augmente bien mon gain, et ça touche très peu à ces valeurs-là. Donc ça, c'est le gain. Donc vous avez la représentation sous forme d'une courbe de votre lift, gamma et gain, et même l'offset. L'offset, on a dit que ça augmentait tout. En fait, ça augmente votre lift et votre gain. Donc si vous voulez augmenter l'offset, ça fait que vous augmentez ceci, et ça fait comme si donc vous augmentez votre offset. Donc je peux reset ceci, et maintenant, admettons que la demande c'est de rendre plus bleu vos basses lumières, et ben là, ça doit ticker tout de suite, c'est les lifts, donc on va rendre les lifts plus bleus. Donc ici, on va prendre les lifts dans la roue chromatique et les rendre plus bleus. Et là, on voit que ça impacte surtout les basses lumières. Et maintenant, on va vous dire, ouais, mais j'aimerais bien que mes valeurs hautes soient orangées. Donc, les valeurs hautes, c'est le gain. Donc, on va prendre ceci et le rendre plus rouge, orangé. Et là, vous voyez bien donc que vos valeurs basses vont être bleues et vos valeurs hautes vont être orangées. Donc là, on a vraiment une représentation concrète du lift et du gain. Vous voyez l'impact que ça a sur votre image. Les valeurs basses, à savoir notre montagne, sont bel et bien bleues, et les valeurs hautes sont bel et bien orangées, rouges. Donc évidemment, c'est pas très beau. Moi, je vais reset tout ça et on va voir les masques. Donc pour les masques, on va pouvoir se mettre juste ici et on va prendre la petite plume qui est juste ici. On va bien se mettre donc à l'image 0, donc tout au bout, et on va détourer cette montagne-ci par exemple. Donc je détourne très grossièrement cette montagne-ci. Donc on va faire quelque chose comme ça. Donc si tu as envie d'être plus précis, amuse-toi, moi ça va pas être le cas. Donc voilà, on vient de détourer notre montagne. Ici on regarde le node juste ici, on peut voir que tout est gris sauf notre montagne. En fait, ça veut dire que c'est notre masque. C'est la zone qui va être prise en compte. C'est-à-dire que si je vais par exemple dans ma courbe ici et que j'augmente par exemple le gamma juste ici, ça va uniquement augmenter dans la zone de mon masque. Donc tous les effets que je vais faire, à savoir la saturation, le contraste, peu importe, ça va se faire dans la zone de mon masque sur ce nœud-ci. Alors là, on va voir deux problèmes. Déjà, c'est extrêmement sharp. Vous voyez que c'est un masque, mais c'est extrêmement dur. Les arêtes sont très sharp. Donc, pour ça, on va pouvoir retourner dans le masque juste ici et jouer avec la softness. Plus on augmente la softness, plus ça va être doux. Et si on regarde maintenant, c'est beaucoup moins sharp et beaucoup plus doux. Les contours sont donc beaucoup plus flous. Second problème, c'est que ici, malheureusement, notre montagne elle bouge et mon masque, lui, ne bouge pas. Donc on le voit notamment si je baisse complètement ma softness. Ici, le masque, lui, ne bouge pas, alors que l'image derrière, elle bouge. Donc pour ça, on va traquer mon masque. Alors je vais aller ici dans le tracker et je vais tout simplement lancer mon tracking vers l'avant, comme ceci. Et là, ça suit automatiquement ma montagne. Et si on regarde maintenant, vous voyez que là, ça suit plutôt bien. Donc évidemment, on va rajouter la softness et donc on obtient ce genre de choses. Bon, moi je n'ai pas forcément envie d'avoir ce genre de résultat, ça c'était juste pour vous montrer, donc je peux reset ceci et par exemple ici je vais pouvoir rendre ma montagne un petit peu plus bleue dans les basses lumières, donc
quelque chose comme ça, par exemple, voilà, et j'ai envie par exemple d'augmenter un tout petit peu son gamma et de contraster. Voilà, on obtient ce genre de choses. Ici, je fais CTRL D, on voit le avant, après, donc sur ma montagne. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu le concept. Vous avez vraiment la mainmise et le contrôle absolu sur votre image, et ça, c'est plutôt cool. Alors que là, on vient juste de voir vraiment les bases des bases, donc tu peux aller voir mes vidéos sur l'étalonnage si ça t'intéresse. Maintenant, on va rapidement étalonner notre deuxième média, parce qu'on a un petit peu compris comment ça marchait. Donc je vais aller dans Color, juste ici, je vais contraster mon image, donc hop, je vais le faire via une courbe, pour avoir quelque chose comme ça. En termes de contraste, ça me semble plutôt pas mal. Je peux également un petit peu augmenter le gamma et baisser un petit peu le lift. On peut gérer un petit peu le contraste comme ça. Donc ça regarde avant, après, c'est le jour et la nuit. Ensuite, je vais renommer ceci donc contraste. Je vais faire Alt S pour recréer un nœud, et celui-ci, je vais un petit peu jouer avec la saturation et la température. Donc je vais le renommer ici Sat pour température saturation, et je vais par exemple augmenter légèrement la saturation pour avoir quelque chose comme ça, et très largement ici baisser la température pour avoir ce genre de choses. Donc ici on a une image beaucoup plus bleue, assez sympa. Donc je pourrais revenir dans le contraste et un petit peu plus contraster. Voilà, peut-être baisser le gamma, voilà, ou baisser plutôt les lifts et remonter un petit peu le gamma, voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Et là, on a le avant, après. Pour le coup, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, on a donné un vrai look à notre image et c'est quand même assez sympa. Pareil, je pourrais baisser légèrement mes hautes lumières pour gagner un petit peu de détails, par exemple dans le haut de la montagne ou même le ciel, pour avoir ce genre de choses. Donc, je pourrais faire quelque chose comme ça, quelque chose, par exemple, un petit peu comme ça, voilà, pour regagner de l'information ici et augmenter par exemple un petit peu le gain et rebaisser ceci. Voilà, ça peut être assez sympa. Pareil, je peux détourer mon personnage si je souhaite. Donc, je peux faire Alt S, aller par exemple à la dernière image. Ici, je vais donc créer un masque. Donc, je crée un masque autour du visage. Alors, je fais quelque chose d'assez brouillon, mais c'est pas grave, c'est juste pour te montrer. Hop, ceci, je vais dans mon tracker juste ici. Et cette fois, je vais pas mettre le tracking vers l'avant. Étant donné que j'ai fait mon masque ici à la dernière image, je vais le faire aller vers l'arrière. Et là, on peut voir que ça traque plus ou moins bien. C'est quand même assez cool comme résultat, sauf à la fin. Et donc, ceci, je vais pouvoir donc lui rajouter un petit peu de softness, pour pas que ça soit tout dur. Rajoute de la softness, et je vais pouvoir rendre mon visage un petit peu plus chaud. Donc, je peux jouer avec la température, et voilà, je rends mon visage un petit peu plus chaud, un petit peu plus contrasté également. Et là, si on compare le avant-après de mon visage, je trouve que c'est quand même un petit peu plus sympa. Bon, c'est peut-être un petit peu too much, mais vous voyez l'idée. Voilà, peut-être un petit peu augmenter ceci pour vraiment mettre le visage en avant. Donc, ça peut être assez sympa. Les couleurs de peau sont assez orangées et le reste est un petit peu bleuté. Bon, je vous l'accorde, ça fait un petit peu plus bizarre. Mais donc si on regarde notre résultat, ça donne ce genre de choses. Donc on vient vraiment de donner un look à notre image. Donc sur cette image, on est plutôt chaud et là on va être plutôt froid. Donc avant, après, c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, une fois qu'on a fait notre montage, nos VFX avec Fusion et notre étalonnage, on aimerait bien exporter tout ça. Et ben c'est ce qu'on va faire de suite. Alors l'export c'est plutôt simple dans DaVinci Resolve. On va aller ici dans Deliver, ça porte bien son nom, c'est pour délivrer votre média. Enfin, on le délivre du montage, de l'étalonnage et des VFX. Et ici, on va choisir notre file name. Donc, vous mettez le nom de votre fichier. Ensuite, ici, on va choisir la location. Donc, la location, c'est l'endroit où vous voulez mettre votre média, votre dossier, à savoir sur le bureau, dans les téléchargements, etc., etc. Donc, le file name, c'est le nom de votre fichier et la location, bah, l'endroit où il va être. Ensuite, ici, on a les informations relatives à la vidéo. Est-ce que vous voulez seulement exporter l'audio? Dans ce cas, vous décochez Export vidéo. Et pareil, dans l'audio, vous pouvez décocher Export audio. Ici, je vais donc choisir mon format. Si je veux que ce soit en QuickTime, en MP4, ce genre de choses. Donc, par exemple, je peux mettre en MP4. Le codec, c'est du H264. On peut mettre aussi du H265, qui sont les deux codecs disponibles donc pour le MP4. Ici, ça va être votre résolution 1920 par 1080. Donc, on peut monter en résolution jusqu'à 3840 par 2160 dans la version gratuite. Dans la version payante, on peut monter au-delà. On peut monter sur du vrai 4K et pas juste de l'Ultra HD. C'est-à-dire qu'on peut monter sur du 4096 par 2160 par exemple. Mais ça nécessite la version payante. Déjà, aller jusqu'au 3840 par 2160 avec une version gratuite, il n'y a aucun autre logiciel qui le fait avec autant de fonctionnalités à côté. C'est assez exceptionnel pour une version gratuite. Donc ici, pareil, votre qualité, c'est en best de base, mais vous pouvez baisser ici. Donc évidemment, votre fichier sera moins lourd, mais moins qualitatif. Et une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur le Add
to Render Queue. Et ici, on va donc pouvoir rendre notre média en cliquant ici sur Render All. Et là, c'est parti pour un temps abominable de rendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Et j'espère maintenant que tu comprendras un petit peu mieux DaVinci Resolve dans son ensemble, à savoir le montage, un petit peu l'audio qu'on a vu avec l'equalizer, le plan fond vert VFX qu'on a fait sur Fusion, la color correction et enfin exporter notre média. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos et il y en a d'autres que tu peux déjà voir sur DaVinci Resolve, que ce soit sur Fusion avec les formations qu'on propose sur Vision FX ou alors avec aussi toutes les vidéos disponibles sur la chaîne YouTube, que ce soit sur Fusion, sur la page Color, sur la page Edit et même pour ceux aussi qui souhaitent faire des effets spéciaux sur Nuke, on a aussi une formation dédiée et plein de tutos sur YouTube disponibles. Et pareil pour ceux qui souhaitent faire un petit peu de 3D, on a du Blender et plein de vidéos géniales autour de la 3D, des VFX et de la post-production de manière générale. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner, ça te coûte rien. Et sur ce, je te remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine.